marche. Bien, il est 8h32, on a un léger retard lié à des derniers ajustements techniques. Bonsoir à tous, très heureux de vous accueillir pour cette réunion publique PLU qu'on aurait aimé avoir en présentiel, bien évidemment, mais comme vous le savez, les circonstances de la Covid nous amènent à organiser cette réunion à distance. Bon, maintenant, ça reste une expérience que nous allons vivre parce que c'est une première expérience pour nous également. Donc, on va la partager ensemble. Réunion dédiée à la révision de notre PLU, bien évidemment, qui a maintenant 12 ans, puisqu'en fait, la dernière version date de 2008. Et il arrivait, on a un certain nombre de projets sur la commune qui nécessitaient que on pense à adapter en fait un PLU qui, bien sûr, ayant 12 ans, nécessite quelques aménagements. Alors, je suis en présence de Pascal Thibault, à ma droite, que vous connaissez, hein, notre adjoint à l'urbanisme et au cadre de vie, et Benoît Boucher du cabinet La Boîte de l'Espace, qui nous a accompagnés depuis le début, le lancement de cette révision qui a démarré en septembre 2019. Hein. Nous avons déjà eu une première réunion en novembre 2019, réunion publique, dans laquelle on avait présenté les enjeux. Aujourd'hui, c'est l'occasion de... Alors, c'est une réunion qui se programme en fait dans le cadre du chemin, mais je laisserai Pascal en parler. Mais avant d'aller plus loin, quelques points techniques avant de démarrer cette réunion. D'abord, pour votre information, cette réunion va être enregistrée, c'est-à-dire que vous aurez possibilité de retrouver les éléments présentés ainsi que les interventions sur le site de la commune. Hein, et également aussi sur un post en mairie qui sera mis en place prochainement et donc vous offrira la possibilité de le reconsulter. Ensuite, vous avez la possibilité de nous poser des questions. Hein. Alors, poser des questions à travers... Alors, pour ceux qui ont un ordinateur portable, c'est à travers le chat, ou le chat, on dit le chat plutôt. Hein. Le chat, donc vous avez un petit onglet qui permet sur lequel vous pouvez vous connecter et poser des questions pendant la présentation. Et Coralie Desnoux, qui est notre chargée d'urbanisme au sein de la commune, reprendra ces questions et on les abordera dans 3 temps. Hein. Il y a une présentation en 3 temps et après chaque temps, nous aurons donc ce temps de réponse aux questions. Et éventuellement questions qui pourraient être posées aussi oralement avec, en demandant la parole sur... vous devez avoir une petite main qui est sur votre écran et vous pourrez aussi éventuellement poser la question. Alors, quelques consignes, cependant, c'est de fermer toutes les caméras, ce qui semble être le cas à ce stade, Ah non Mais en tout cas, pour faciliter la fluidité, éviter qu'on ait des interférences, il est préférable que nous soyons les seuls en visio. Et puis, deuxième temps aussi, fermer les micros de façon à éviter toutes les nuisances éventuellement de bruit qu'on pourrait avoir au domicile. Maintenant, on aura possibilité au moment de poser les questions, donc pendant les 3 temps consacrés, vous aurez possibilité bien sûr de communiquer. Voilà, je vais passer la parole à Pascal qui va nous présenter les éléments de contexte de cette révision du PLU. Merci Jackie. Bonsoir à tous. Donc, je vais démarrer par des remerciements quand même. Je vous souhaite la bienvenue bien sûr pour cette réunion un peu particulière, c'est vrai, comme le disait Monsieur le maire. Je vais remercier quand même depuis. Donc, on a démarré le PLU. Cette révision donc en octobre 2019, enfin un petit peu avant, il y a eu une réunion en novembre pour faire le point sur le diagnostic. Nous travaillons donc sur cette révision de PLU donc avec le cabinet La Boîte de l'Espace. Donc Monsieur Boucher est présent parmi nous et sa collègue, on les remercie. Il y a eu un travail considérable de fait, donc surtout forcément en 2020, c'est ce qu'on va vous présenter.
avec aussi le groupe de travail donc, dédié donc, des élus donc, pour cette révision de PLU. Un travail important, il y a eu de nombreuses réunions pour échanger sur les différentes phases. Voilà. Donc les différentes phases en fait du PLU, donc on vous le disait, le diagnostic donc qui s'était conclu, du moins qui vous a été présenté lors de la réunion du 13 novembre 2019. L'année 2020 donc a été consacrée à la mise en place du PADD, donc c'est le projet d'aménagement et de développement durable, donc qui permet de donc déterminer les grandes orientations souhaitées par la collectivité en matière de développement, en tenant compte bien sûr d'éléments donc de la volonté communale, mais aussi d'éléments législatifs qui évoluent, puisque forcément notre dernier PLU, comme le disait Monsieur le maire, est de 2008. Là, nous sommes donc en 2021 maintenant, et forcément la législation a évolué avec évidemment un impact sur les orientations, les orientations surtout sur la manière de gérer les orientations qu'on souhaite pour la commune, notamment en matière donc on va en reparler, mais de densification forcément, et aussi des objectifs qu'on nous demande aussi en matière de logement social. Ce sont deux volets importants. Mais à côté de ça, il y a aussi toute la connotation donc, environnementale qui est à prendre en considération, que ce soit en zone urbaine ou que ce soit donc, en zone agricole, forcément. Voilà. Et évidemment, un volet aussi économique important. Donc, vous savez déjà que ce qui existe sur notre territoire, mais malgré ça, il y a toujours des volontés de développement dans ce domaine aussi, mais effectivement, toujours avec le souci de la densification et des zones avec des accès aussi faciles. Voilà. Et mettre en adéquation en fait l'évolution de l'habitat avec effectivement les activités aussi économiques qui sont à proximité de Mouilleron. Donc en 2020, je vais résumer, je passerai après la parole à Monsieur Boucher. Donc je vous parlais du PADD. Donc après, sur certains secteurs, on travaille donc sur des orientations d'aménagement et de programmation, les OAP, comme on les appelle. Donc ce sont des secteurs qui sont bien ciblés, sur lesquels là du coup on fixe plus précisément. C'est pas simplement un zonage global. Là, on fixe plus précisément les objectifs souhaités. Nous avons travaillé après et plus récemment donc sur le règlement de zonage, forcément, donc sur les zonages en eux-mêmes, donc que vous allez pouvoir découvrir, et sur les règlements qui seront appliqués dans ces zonages. Ce travail n'est pas complètement terminé, mais est bien avancé. Voilà. Et donc, je rappellerai que nous sont associés donc au PLU forcément des organismes départementaux et l'État, donc c'est ce qu'on appelle les personnes publiques associées. Donc des réunions sont prévues, il y en a eu une en décembre, il y en a eu déjà deux, pour présenter notre travail, l'avancée de notre travail et les orientations que nous souhaitons prendre et voir s'il y a des ajustements à prévoir. Donc les personnes publiques associées, c'est principalement donc les services de l'État, des DTM, les chambres consulaires, chambres d'agriculture, chambres de commerce, voilà. Et puis donc forcément donc l'agglomération et donc la RS aussi qui peut être présente. Voilà. Et donc cette réunion a eu lieu le 8 décembre, pardon. Et nous en arrivons aujourd'hui donc à cette réunion donc publique pour vous présenter l'avancée donc importante du PLU, tout le travail qui a été fait en 2020 et les orientations que nous souhaitons prendre. Et là, donc, voilà, là, il y aura des temps d'échange, donc au fur et à mesure de l'avancée, comme le disait Monsieur le maire, du débat, de la présentation. Nous souhaitons donc en mars arrêter donc le PLU au niveau du délibération de conseil municipal avant la préparation pour passer donc le PLU donc en enquête publique. Voilà, qu'on pense au mois de juillet. Voilà. Et après, donc après l'enquête publique, il y aura toujours des ajustements. Il y aura sûrement, vous aurez l'occasion de pouvoir vous exprimer lors de l'enquête publique, bien sûr. Et suite à l'enquête publique, il y aura peut-être encore quelques petits ajustements. Et nous souhaitons donc approuver définitivement au niveau du conseil municipal le PLU, je dirais septembre-octobre. Voilà un petit peu la chronologie. Et vous voyez qu'on a fait une bonne avancée donc, dans la révision de ce PLU. Voilà. Et on va vous présenter maintenant donc un petit peu on va reprendre deux mots sur le diagnostic quand même un petit peu qui avait été réalisé et après le travail qui a été réalisé tout au long de l'année 2020. Merci, je passe la parole à Monsieur Boucher.
Je voulais juste apporter une précision quant au point à aborder. En ce qui concerne on a eu un certain nombre de demandes de la part de Mouilleronnet, des demandes individuelles. C'est pas l'objet de nos échanges aujourd'hui. Ce sera ces échanges, nous les aurons dans le cadre de l'enquête publique, hein. Et donc, on est bien sur les données globales de la commune et, disons, l'aspect général du PLU et non pas sur les données que chacun d'entre vous légitimement puisse y avoir. Voilà. Je passe la parole à Monsieur Boucher. Bonjour à tous. Du coup, effectivement, on va voir une présentation en 3 temps, qui sont un peu les 3 temps de l'élaboration du PLU. Le premier temps de diagnostic, quel constat, quel besoin, effectivement, on l'a déjà présenté, mais pour ceux qui n'étaient pas présents, et puis effectivement, c'était en novembre 2019, donc ça commence à dater. On va faire un rapide retour là-dessus. S'il y a des questions, on fera un temps d'échange. S'il n'y en a pas, on passera à l'étape suivante. Quels objectifs, quel est le cap que les élus souhaitent se donner pour répondre à ces enjeux pour les 10 années à venir. Et puis ensuite, encore après un temps d'étude, un temps d'échange, un dernier point de présentation sur les outils pour y parvenir, notamment les pièces réglementaires. Alors, tout de suite, le retour sur le diagnostic. Mouilleron, c'est une commune qui, il y a 60 ans, était encore un village, et le bourg était un village parmi d'autres, hein. C'est la carte que l'on a en haut à gauche. Et puis, au fur et à mesure, il y a eu quelques petites opérations, mais finalement, c'est à partir des années 80 qu'on a eu des grandes opérations d'aménagement urbain sous la forme de lotissement ou sous la forme de ZAC, hein. On le voit bien sur la cartographie, ça s'est fait régulièrement avec un accueil régulier de nouveaux ménages, hein. On était plutôt sur finalement un accueil de jeunes ménages au fur et à mesure de ces nouvelles opérations. Donc, du point de vue démographique, accueil démographique, on voit qu'en 1968, il y avait 1100 habitants. Désormais, on est à près de 5000 habitants, et la croissance a été régulière. Elle a été régulière, mais finalement, sur les dernières années, il y a un phénomène qu'on va illustrer aussi juste après, c'est que ces populations qui étaient bien à Mouilleron ont grandi sur place, ont eu des enfants qui ont grandi sur place, et puis on a une partie de ces enfants qui sont partis. Donc, on a un vieillissement qui se fait naturellement sur la commune, puisque les gens ne partent pas de Mouilleron finalement. Ce qui fait que sur le graphique que l'on va retrouver en bas, on voit que les nouveaux habitants sont représentés ici et sont aujourd'hui des ménages un petit peu plus âgés. Ça, c'est en raison du coût du foncier aussi, hein, qu'on a sur la commune, de l'attractivité que l'on a. Donc, on a moins de primo-accédants, mais plus de ce que l'on va qualifier de secondo-accédants. Ce qui fait aussi que les enfants restent finalement un petit peu moins longtemps sur la commune, puisque quand ils arrivent, ils sont déjà en âge, pas toujours, mais ils sont déjà en âge d'être au collège, par exemple. Donc ça, c'est un petit constat des périodes les plus récentes. Je ne vais pas forcément détailler la carte en haut à droite, mais une des particularités aussi, hein, qu'on a vu juste avant de Mouilleron, c'est que la majeure partie de la population habite dans le bourg, et finalement, même si on a quelques hameaux habités,
on n'a pas de gros villages comme on peut retrouver sur d'autres communes. Alors, la caractéristique aussi du parc de logement de Mouilleron-le-Captif, c'est qu'on est surtout sur des logements dits familles, c'est-à-dire on est sur des logements où on va retrouver des logements de grande taille, en maison individuelle et en propriété. Donc, on a finalement assez peu de petits logements, assez peu de collectifs et une diversification qui n'est pas si importante que ça, mais qui est clairement adaptée pour les familles. Ce que l'on retrouve tout naturellement dans l'évolution de la composition des ménages, où ce sont les couples avec et sans enfants qui sont les plus représentés. Mais ce que j'évoquais tout à l'heure, notamment du vieillissement de la population, fait que les couples sans enfants sont de plus en plus nombreux et les couples avec enfants, eux, voient leur part un petit peu diminuer. Les ménages d'une personne également augmentent sur la commune. Les deux cartes du bas illustrent le fait qu'on est sur une commune sur laquelle on a une part de ménages avec des revenus plus importants, qui est peut-être plus importante que sur le reste de l'agglomération, où on retrouve effectivement plus de 10%. On a presque 14% de ménages qui sont cadres ou professions intellectuelles supérieures. Et quand on regarde à droite la carte du coût du foncier, on est effectivement sur des fonciers élevés à près de 2 000 € du mètre carré en fin de 2020. Voilà ces constats-là. Sur les habitants de la commune, il y a une autre particularité de Mouilleron, c'est le fait d'être traversé par un axe économique extrêmement important à l'échelle de l'agglomération, même à l'échelle du département, ce qui fait qu'on est sur un pôle d'emploi extrêmement fort pour une commune de 5 000 habitants. On a plus de 2000 emplois sur la commune et on a même, quand on regarde les chiffres de 2016, on a plus d'emplois que d'actifs ayant un emploi sur la commune. Donc, une vraie particularité pour la commune. Mais finalement, on est sur des actifs et des actifs habitants et des emplois présents sur la commune qui ne sont pas forcément les mêmes. On voit sur les cartes de droite les flux domicile-travail. Donc, en haut, on est sur les flux qui sont à l'origine de Mouilleron-le-Captif. Donc, on voit que les actifs de la commune vont beaucoup travailler sur la ville de La Roche-sur-Yon. Et on voit sur la carte du bas que les gens qui viennent travailler sur la commune de Mouilleron viennent d'un petit peu partout ailleurs. Donc, on peut aussi se poser la question de est-ce que les gens qui travaillent sur le Mouilleron-le-Captif ont la capacité à résider sur place alors qu'on est effectivement plutôt, et là c'est le graphique que l'on a à gauche, plutôt sur des emplois ouvriers, alors qu'on l'a dit, on a plutôt des cadres et professions intellectuelles supérieures qui sont davantage représentés. C'est ce décalage entre les emplois et les actifs fait qu'on a aussi des flux voitures importants et qui aujourd'hui continuent d'augmenter. On a quelques éléments aussi à prendre en compte dans les constats actuels. C'est que si sur les 60 ou 50 dernières années, le développement s'est fait progressivement en continuité du cœur de bourg, aujourd'hui, une limite qu'on pourrait qualifier de cohérente ou de facile d'accès par rapport au cœur de bourg, qui serait de dire 15 minutes à pied ou 1 kilomètre. Aujourd'hui, on voit sur la carte que ces limites, on commence à les dépasser et que
on ne peut pas toujours s'étaler parce qu'à partir d'un moment, on se retrouve un petit peu trop éloigné du cœur de bourg, et la volonté, c'est quand même de maintenir cette vitalité-là. En parallèle, on a des ruptures qu'on va qualifier naturelles de l'urbanisation. Là, ce qu'on retrouve, ce sont les zones dites zones humides qui, on le voit, cadrent un peu le pourtour du bourg et qui marquent aussi des limites pour l'avenir. En parallèle, on a à la fois une volonté communale de préserver le foncier agricole, de maintenir l'activité agricole. On a aussi, même si on n'a pas forcément trop évoqué ça tout à l'heure, des évolutions législatives et des documents qu'on dit de rang supérieur, c'est-à-dire qui s'imposent à la commune, et notamment le SCOT, le schéma de cohérence territoriale, qui fixe des règles ou des orientations avec lesquelles il faut être compatible. Le SCOT, notamment, évoque un principe de réduction des hectares consommés sur la période 2001-2013, qui était de l'ordre de 6 hectares, une réduction de 50%. Ce qui fait que la commune doit aussi, elle, limiter sa consommation foncière pour être compatible et notamment être en deçà de 3 hectares par an sur les 10 prochaines années. Et puis, je l'évoquais, un principe, bien évidemment, de dire il faut limiter au maximum la consommation de terres agricoles pour favoriser le maintien et le développement des activités agricoles sur la commune. Donc, à partir de tous ces constats-là, on a essayé de résumer, même si c'est un peu cliché ou rapide, les tendances ou les risques un peu d'un développement du territoire qui resterait sur les mêmes principes. Du point de vue démographique, le premier point, on voit qu'il y a un vieillissement de la population et des ménages de plus en plus âgés, ce qui fait que dans les années à venir, on pourrait risquer une baisse de la représentation des jeunes enfants. Comme on le voyait, si peut-être que pour les collégiens, ce n'est pas le cas, pour les enfants qui seraient en maternelle ou primaire, ça pourrait être le cas. Et il est important pour la commune de maintenir les effectifs scolaires, donc c'est un enjeu important. Du point de vue développement économique, on a un pôle d'emploi d'envergure, mais qui est déconnecté des actifs résidents, comme on l'a dit, et non seulement ça pose des questions sur la capacité à pouvoir développer les entreprises si les travailleurs ne peuvent pas se loger, mais ça induit aussi des déplacements de domicile-travail où la majorité des déplacements aujourd'hui, la grande majorité, s'effectue par le biais de la voiture. Du point de vue équipement et services, on a aujourd'hui des services de proximité qui sont présents, mais qui commencent, comme on l'a dit, à être éloignés des 15 minutes et du kilomètre quand on arrive sur les franges. Et donc, la question de ces extensions peut être remise en question dans les dimensions actuelles. Du point de vue environnement et foncier agricole, on a un foncier qui est plutôt préservé de ce qu'on qualifie le mitage, puisqu'on l'a dit, on est surtout une commune dont le développement s'est concentré sur le bourg, très peu de développement dans l'espace rural, et donc on a un socle qui est plutôt préservé, mais on a une pression qui se fait sentir sur les terrains qui sont au plus proche du bourg. Et dernier point, une mobilité tout voiture, malgré un réseau de mobilité douce présent dans le bourg, malgré la proximité des pôles d'emploi, que ce soit sur la commune ou La Roche-sur-Yon qui est juste à côté.
Donc, voilà, il y a aujourd'hui tous ces facteurs-là qui font qu'on a un modèle qu'il faut pouvoir re-questionner, faire évoluer et pas simplement actualiser un document d'urbanisme sans tenir compte de ces enjeux-là. Voilà, ça c'était pour la présentation rapide du diagnostic. Maintenant, on va voir après dans une seconde partie, on va voir s'il y a des questions. Ouais. Donc les points de levier après pour répondre à ces enjeux-là, et dans le cadre d'un PLU, c'est notamment faire évoluer le parc de logement, se questionner sur la localisation du développement urbain, quel développement économique, quelle valorisation environnementale, quelle place et quel développement du centre-ville, et accompagner les mobilités, avoir une politique de mobilité. Voilà pour la phase un petit peu diagnostic, constat. Et donc, il y a quelques questions déjà. Bien, merci pour cette présentation de la phase diagnostique. Alors, effectivement, il y a maintenant possibilité de poser des premières questions. Alors, une première qui nous est venue, donc, au vu du développement de la commune, est-ce que les infrastructures suivent crèches, écoles, services de soins? Donc, c'est effectivement une question importante qu'on s'est posée, bien évidemment, dès le départ aussi de notre étude. Le constat qu'on peut faire à ce jour, c'est que côté crèche et école, on a aujourd'hui, et je dirais même aussi infrastructures, qu'elles soient sportives notamment, on est dimensionné pour la commune pour faire face à un développement de la population. Maintenant, c'est vrai que ça peut aller vite aussi, mais en tout cas, on a des marges de manœuvre pour l'instant sur ces différents points. Une question qui revient souvent, c'est par rapport dans le domaine de la santé, puisque il a été, on a tous conscience du contexte sur la santé. Et effectivement, aujourd'hui, le développement, un développement de la commune invite à donc un développement de la population, donc des besoins en santé supplémentaires, dans un contexte que vous connaissez, qui est le même, qui n'est pas propre à Mouilleron, mais qui est une problématique de territoire en général, et je dirais même problématique de tout le monde rural, avec des difficultés à recruter des médecins pour venir enrichir l'offre locale. Donc, c'est ce paramètre-là, effectivement, qui pose question. Maintenant, on s'est donné les moyens, à travers la création d'un pôle santé, d'accueillir dans de bonnes conditions et de j'irais mutualiser tous les professionnels de santé de notre commune. Et on ne peut que souhaiter que ce choix permette de conforter notre offre sur le territoire, avec toutes les difficultés que nous connaissons malgré tout pour trouver des médecins. Pascal, tu voulais peut-être rajouter quelque chose? Oui, sur la question donc du développement éventuel, et se donner en fait des perspectives en matière de développement sur des équipements publics, et notamment je pense aux écoles. Bien sûr qu'on a bien regardé ce qui pouvait se passer en termes de foncier donc dans ces périmètres-là, et notamment on a quelques endroits où on est susceptible de mettre des espaces réservés. Voilà, donc évidemment on a regardé ce qui se passait donc en pensant aux perspectives d'avenir. Juste un petit point sur la question des infrastructures aussi, on ne l'a pas évoqué, mais il y avait la question de l'assainissement collectif, qui est aussi une problématique, on va dire, quand on se projette à 10 ans, avec là une réflexion qui dépasse la commune, parce que c'est une compétence qui est portée par l'agglomération, avec un projet soit d'évolution de la station d'épuration existante, soit de raccordement sur une station sur La Roche-sur-Yon. Voilà. Oui. Donc, vous pouvez, l'objectif, c'est de poser les questions par écrit.
Alors. Il y a une main. Oui, on peut monter. C'est qui? Monsieur Herriot. Il faut activer le son. Bon. Herriot, si vous voulez nous prendre, il faut enlever le son. On a vu que vous aviez demandé la parole. Bon, c'est peut-être une erreur, donc on va continuer. Et vous pourrez peut-être nous poser cette question si vous en avez réellement une dans le cadre de notre deuxième temps d'échange. Donc effectivement, s'il y a des questions sur le diagnostic, on pourra y revenir dans le second temps. Du coup, on va passer à la suite, hein, le projet, le cap pour les années à venir. Coralie. Hop, ça fonctionne, c'est bon. Merci. Tac, tac, tac. Donc, quel cap pour les 10 prochaines années? Juste pour préciser que le projet d'aménagement et de développement durable a été débattu en conseil municipal en décembre 2019 et a été présenté aux nouveaux élus en avril ou mai 2020. Donc, ce projet s'articule autour de 5 grandes orientations qu'on va vous présenter tout de suite. La première, donc on l'a dit, c'est un des leviers et puis c'est une problématique importante sur la commune, c'est agir sur la démographie par la diversification du parc résidentiel. L'objectif étant de diversifier le parc, ce qui permet à la fois de le fluidifier et donc d'avoir des nouveaux arrivants, même dans le parc ancien, avoir un petit peu moins de gens qui restent tout le temps dans le même logement, mais avoir un petit peu plus de rotation et aussi l'ouvrir, on va dire, l'adapter à d'autres besoins. On a parlé du vieillissement de la population, mais du coup, d'avoir une partie du parc qui soit adaptée spécifiquement aux personnes âgées, mais aussi aux jeunes actifs ou aux ménages modestes, avec des typologies qui aujourd'hui sont peu présentes. En se projetant à 10 ans, c'est une commune de Mouilleron qui aurait environ 6 000 habitants. Et donc qui accueillerait ces habitants en produisant des logements, mais en essayant de diversifier l'offre, ce qui est déjà le cas hein, depuis quelques années, en produisant davantage de petits logements, de logements adaptés aux personnes âgées, de logements abordables, que ce soit par de l'accession ou de la location sociale. L'idée, ça passe à la fois dans des opérations qui sont portées par la commune, mais aussi de soutenir les initiatives privées de densification douce, de limiter, on va dire, les difficultés à densifier le parc existant, de faciliter le renouvellement dans le parc immobilier hein, pour répondre à tous ces besoins-là. Mais on y reviendra hein, certainement après. De faire en sorte que cette densification s'effectue dans un cadre d'urbanisme paysager, travaillé, qualitatif, et donc de concilier densification et qualité paysagère. Voilà pour le premier axe. Le second était sur la notion de valoriser la place de la nature en ville et la qualité de l'espace agricole et naturel, en s'appuyant sur les composantes actuelles et naturelles du territoire,
pour garantir l'équilibre biologique des milieux. Ça passe par finalement un équilibre entre développement résidentiel d'activité et préservation des ressources. On a un équilibre à trouver pour maintenir la biodiversité, mais aussi, enfin, on va dire, l'optimiser en ville, c'est-à-dire conserver la place de l'arbre, des fois venir renforcer la place du végétal, assurer une connexion entre le bourg et sa campagne, notamment dans les secteurs d'extension, travailler la place de l'arbre, des continuités écologiques, et réduire la consommation des terres agricoles. On l'a vu, c'est à la fois une obligation des textes législatifs et puis une volonté de maintenir des activités agricoles sur le territoire, les exploitations, notamment celles qui sont en proximité du bourg. C'est un point important parce que quand on a dit qu'il y a beaucoup d'habitants qui se plaisent à Mouilleron et qui y restent, c'est parce qu'on a une qualité du cadre de vie qui est extrêmement importante. Et la volonté n'est pas du tout de réduire cette qualité, mais au contraire, de continuer à valoriser à la fois le tissu existant et puis d'être sur des nouveaux projets très qualitatifs. Si on regarde par rapport au PLU en vigueur, au PLU existant, ça se traduit concrètement par une réduction des surfaces à urbaniser. Donc, dans le futur PLU, il y aura moins de surfaces à urbaniser que dans le PLU en vigueur aujourd'hui. On le détaillera dans la troisième partie. Sur le territoire, ça se traduit par l'identification, ce que l'on retrouve en flèche pointillée orange, de grands principes de continuité écologique que l'on va retrouver tout autour du bourg et puis sur la traversée des réseaux bocagers de la commune, avec des grands principes de préservation du bocage et des continuités bocagères. On est sur une commune pour laquelle cet aspect-là, la présence de bocage, est extrêmement forte. On a finalement eu très peu de remembrement ou de perte du bocage. Donc, c'est de maintenir cette qualité-là pour favoriser les continuités écologiques. Le troisième axe de ce projet, c'est penser les connexions du territoire pour limiter l'usage de la voiture. On l'a dit, aujourd'hui, la majorité des déplacements s'effectuent en voiture, quand bien même ce soit des déplacements courts, alors qu'on a un certain nombre d'atouts présents sur le territoire. L'objectif, c'est de préserver un développement de proximité. C'est une volonté à la fois, bien évidemment, pour limiter la voiture, mais aussi pour permettre de maintenir l'attractivité du cœur de bourg, ses équipements, ses services. Ça passe par principalement 3 axes, poursuivre les mobilités douces agréables. On insiste sur le agréable parce qu'effectivement, aujourd'hui, le bourg est traversé par de nombreuses continuités piétonnes, arborées, avec des espaces publics qualitatifs, mais aussi développer des alternatives efficaces au tout-voiture. Ça passe notamment par la mobilité cyclable. Ça passe aussi par le fait de réfléchir à une continuité avec les pôles d'emploi qui se trouvent au niveau de Beaupuy.
et anticiper des axes de mobilité de demain. On a évoqué le fait de venir densifier dans le tissu existant. C'est aussi se dire, voilà, il y a peut-être dans le tissu existant des axes privilégiés pour développer un transport en commun qui est déjà présent, mais davantage cadencé. Les orientations associées à cet axe, c'est à la fois le fait, effectivement, d'assurer la proximité. Donc, quand on dit pour tous, c'est notamment en pensant aux personnes âgées ou aux personnes à mobilité réduite, mais aussi en réfléchissant aux plus jeunes, hein, qui peuvent se déplacer à pied ou à vélo sans dépendance des parents, par exemple. Et puis, ça se traduit aussi, hein, concrètement par le fait de créer du logement dans le tissu existant et au plus près des équipements et services. Sur l'aspect vélo, un point essentiel, c'est de dire que aujourd'hui, le projet, dans les 10 ans, c'est de mettre en place des infrastructures, en sachant que ce n'est pas du jour au lendemain que ce qu'on appelle les changements modaux, hein, le fait de changer de mode de déplacement s'effectuera, mais de se dire qu'une fois que les infrastructures sont posées, souvent c'est les nouveaux habitants, parce que c'est souvent quand on déménage qu'on se repose la question de ces pratiques du quotidien. Donc, dans un premier temps, de renforcer les infrastructures et ensuite, voilà, accompagner les nouveaux habitants dans ces modes doux. Et le dernier point, c'est insister sur l'aspect, pas seulement, on va dire, déplacement au cœur du bourg, mais la liaison avec le pôle d'emploi, à la fois de Beaupuy, mais aussi toute la continuité vers La Roche-sur-Yon. Et donc, faciliter la pratique du vélo ou du covoiturage ou du transport en commun vers cet axe-là. Le quatrième axe du projet communal, c'est le fait de conforter le cœur de ville et un cadre adapté aux équipements et services, hein. Ça faisait notamment partie des questionnements de la question du diagnostic. Aujourd'hui, on l'a dit, on a une commune de 5 000 habitants, à horizon 10 ans, 6 000 habitants. Mais on a quand même un cœur de bourg, un centre-bourg qui est relativement petit, ou qui, en tout cas, ne caractérise pas une commune aussi importante. Donc, dans les réflexions, il y a le fait d'anticiper un développement possible du centre à très long terme, à la fois à travers un développement potentiel d'équipements, de commerce et de services, et de se dire que s'il doit y avoir des opérations de densification importantes, c'est en premier lieu au cœur du bourg qu'elles doivent se trouver, notamment, hein, pour répondre à une proximité de ces équipements et services, et aussi pour renforcer, pour montrer aux commerçants et aux services en place en cœur de bourg que la volonté, c'est de les accompagner et c'est de leur donner les conditions d'un maintien et d'un développement. Et création de nouveaux si besoin. Donc voilà, hein, c'est cette notion d'assumer finalement un passage de 5 000 à 6 000 habitants, et assumer une taille de commune qui, on l'a dit, n'est plus ce cœur de bourg, même si par rapport à 1960, il y a eu, hein, bien évidemment quelques évolutions, mais on reste sur un tissu qui est moins caractéristique d'une ville de cette taille-là. Il y a 3 grands axes importants. Il y a le fait d'accompagner un cadre favorable au parcours marchand. C'est notamment de s'interroger sur la connexion entre
la ZAC des oiseaux et puis le cœur de Bourg, c'est de se dire qu'à ce niveau-là, il faut peut-être orienter davantage de mixité fonctionnelle, mais aussi sociale dans des nouvelles opérations. Et favoriser l'adaptabilité, la modularité et l'optimisation de nouvelles cellules ou de nouvelles possibilités d'implantation sur la commune dans ce secteur-là, pour permettre des nouvelles implantations en se projetant effectivement dans les 10 ans à venir. Concrètement, sur la localisation de ces éléments-là, on va retrouver effectivement l'importance d'une opération au cœur de bourg avec un maintien des commerces et services, des principes de densification tout autour du tissu existant, mais en restant à proximité de ces équipements et services. Je précise que ces opérations de densification ne sont pas forcément là localisées, c'est plutôt un principe. Et comme on l'a dit, d'axer aussi le développement d'une continuité avec les pôles d'emploi, ce qui répond à la fois aux besoins des habitants d'aller travailler, mais aussi qui peut, d'une certaine manière, favoriser la pratique des équipements, des commerces et des services du cœur de bourg par l'ensemble des actifs de la zone de Beaupuy. Alors, on précise que donc le support de présentation, donc la présentation est enregistrée, le support sera disponible, parce que je détaille pas l'ensemble de ces éléments-là, mais ils seront bien évidemment disponibles. Le 5e axe du projet communal, c'est du point de vue développement économique, assurer un développement au service du projet communal. C'est-à-dire, on a une particularité, on l'a dit, d'avoir la présence d'un pôle économique important, mais on a aussi sur la commune des besoins propres à la commune, notamment en matière de développement artisanal. Et donc, l'objectif, c'est de trouver un équilibre entre ces différents aspects-là, profiter de l'attractivité territoriale pour assurer un développement économique qui soit responsable du point de vue aménagement durable du territoire. Donc, avoir un développement de l'emploi local diversifié et renforcer les interactions entre emploi et nouveaux actifs. C'est-à-dire, comme je le disais, permettre le développement des entreprises en place par des logements qui soient adaptés et faire en sorte, du coup, que dans les nouvelles opérations de logement, on retrouve davantage d'habitants de Mouilleron qui travaillent aussi sur la commune, ce qui va aussi limiter les déplacements domicile-travail. On ne l'a pas évoqué, mais l'objectif, il est aussi de réduire les gens qui vont... de réduire, les pratiques qui font que quand on travaille à l'extérieur, on va aussi plus facilement faire ses courses, aller dans les services, aller dans les équipements qui se trouvent à l'extérieur, et notamment, bien évidemment, à La Roche-sur-Yon. Dans les aspects économiques, donc associés à cette diversité des besoins, l'objectif, c'est de répondre un petit peu à tout le monde, trouver une complémentarité entre, d'une part, une dynamique artisanale locale, et là, c'est notamment permettre l'évolution de la zone de Saint-Éloi, qui a une vocation, elle, plutôt artisanale de proximité, on va dire. Intégrer aussi l'approche d'un développement stratégique à l'échelle de l'agglomération, voire du département, en permettant l'évolution de la zone d'activité de Beaupuy.
et puis faire en sorte que ces développements soient aussi cohérents avec le fait de maintenir et d'accompagner les projets agricoles. On l'a dit, avec une réduction au global des surfaces à urbaniser par rapport à ce qui était identifié dans le PLU, ce qui est présent dans le PLU en vigueur, et faire en sorte que le développement des exploitations en place soit tout à fait possible, avec la possibilité d'une diversification des activités des exploitants. Voilà pour les grandes lignes de ce projet. On va voir après, dans le dernier temps, la localisation un petit peu de ces différents secteurs, de ces différentes zones. Et maintenant, voilà, s'il y a des questions, on va refaire un point avec vous. Est-ce qu'il y a des questions qui sont remontées? Alors, au niveau des questions, une première question qui concerne les pistes cyclables. À savoir, est-ce que nous avons des projets de pistes cyclables? Donc, aujourd'hui, en ce qui concerne le vélo sur la commune, bon, vous le constatez, on a notamment sur nos axes principaux pas de pistes cyclables, tout simplement parce qu'il y a des problèmes d'emprise, donc c'est lié à l'histoire de nos voiries. Hein. Par contre, à chaque fois qu'on a un projet d'aménagement, on se pose la question et bien sûr, on essaye de privilégier une solution de piste cyclable. Ceci dit, on a aussi on a fait un travail, enfin qui n'est pas encore achevé, mais on a fait un travail important de recensement des circuits qui peuvent mener au centre-bourg et qui peuvent permettre de circuler à vélo. Et je pense qu'on a besoin de faire connaître en fait ces différents circuits de cheminement doux qui permettent d'accéder en toute sécurité au centre-bourg. Et c'est un petit peu notre réflexion sur ce sujet. Hein, donc, on reviendra vers vous parce que c'est un travail qu'on mène aussi dans le cadre de l'étude de la circulation du centre-bourg, puisqu'on a une étude en cours et qui devrait apporter des conclusions prochainement. Et ça fait partie du travail qu'on a intégré à cette étude. On a demandé au cabinet d'approfondir ce sujet et on a fait un travail avec les services important pour recenser tout ça et vous les faire connaître surtout. Hein. Voilà en ce qui concerne les pistes cyclables. Après, des projets d'autres pistes cyclables, alors je sais qu'on pense tous à comment aller sur la roche en toute sécurité. Bon, c'est un projet effectivement qu'on étudiera à l'avenir. Maintenant, c'est un projet qu'on ne peut pas, je dirais, on doit le partager avec l'agglomération. Hein, donc, il faut d'abord qu'il y ait ce travail avec l'agglomération pour envisager la meilleure solution, parce qu'il y a peut-être plusieurs pistes. Et donc, c'est un travail qu'on mènera sans doute dans les années à venir dans le cadre des cheminements. C'est un domaine bien particulier qui est travaillé aussi au sein de l'agglomération. Donc, une solution viendra bien sûr à l'avenir. Oui, merci. Concrètement, on a quelques projets quand même sur la commune, donc qui sont plutôt des sentiers partagés, je dirais, entre cyclables et pédestres. Et notamment, donc, on a route de Venanceau progressivement, donc on avance pour faire une liaison entre la ZAC de la Grimoire et la piste cyclable départementale. Vous avez pu remarquer récemment qu'on a fait un nouveau tronçon. Donc jusqu'à la discothèque, là on peut aller donc directement de la piste cyclable à rejoindre la discothèque, et nous aurons donc dans le cadre de l'extension de la zone artisanale, donc à l'autre extrémité, un sentier qui traversera la zone artisanale, et il nous restera à faire la jonction entre la zone artisanale et le chemin de la Genetouse qui passe derrière la discothèque, le privé. Voilà, ce qui nous permettra par ici déjà d'avoir une possibilité donc sécurisée de rejoindre donc par la ZAC de la Grimoire
ou par, je dirais, les habitants de la route de Venanceau, la piste cyclable départementale qui permet aussi de retourner sur la Roche-sur-Yon. Ça, c'est un premier projet. On peut penser, là c'est peut-être un peu prématuré, mais que route de Beaupuy, il y aura quelque chose à travailler parce que effectivement c'est un secteur, donc je dirais un des secteurs prioritaires des Mouilleronnais, hein, pour rejoindre donc forcément les zones industrielles. Voilà, donc ça c'est un projet. Un autre projet. Et puis, comme le disait Jackie, donc l'étude CEDEVIA, là, donc, qui est une étude où on travaille sur une réorganisation un petit peu des circulations dans le centre-bourg. Et dans ce cadre-là, il y a aussi, donc, en parallèle, effectivement, l'étude travaille aussi sur les pistes cyclables qui pourraient être créées, mais pas nécessairement, comme il le disait, en parallèle des voies routières, mais peut-être par des sentiers plus détournés dans le bourg. Voilà. Effectivement, on a sûrement peut-être une lacune sur la communication en matière de pistes et de sentiers. On en a, mais peut-être qu'il faut un peu plus les faire connaître. Mais il y a encore un travail à faire, c'est sûr, de développement dans ces actions. Je rappellerai un dernier point, c'est qu'on a la piste cyclable départementale qui traverse le bourg et qui permet de rejoindre la Roche-sur-Yon par les Terres Noires, donc voilà, qui peut être utilisée, hein, et qui rejoint donc après de l'autre côté les zones industrielles et de Beaupuy et le barrage donc de Moulins-Papon, pour donner une petite idée. Donc c'est une piste aussi qui peut être pratiquée par les uns et les autres. Voilà un petit peu, donc, mais bien sûr qu'il faut qu'on continue donc accentuer les projets dans ce sens. Alors, une autre question auquel tu vas peut-être apporter une réponse, Pascal, c'est si nous allons revoir certaines règles du PLU pour l'aménagement des terrains individuels, notamment l'autorisation de murs mitoyens maçonnés de plus d'1,80 m. Je lis la question jusqu'au bout. Oui. Merci, Jackie. Donc, concernant donc, les clôtures, c'est un sujet, je vois Coralie qui me regarde là, c'est un sujet, c'est vrai, assez délicat et assez complexe, je dirais, d'autant plus que la topographie des terrains fait que des fois, effectivement, il faut trouver des solutions, des fois, qui passent un petit peu en marge du règlement, enfin pas en marge, mais certains artifices qui permettent de s'adapter, je dirais. Par contre, sur la façon, donc, je dirais, comment dire, l'aspect visuel des clôtures, c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'est pas, et clairement le groupe de travail a travaillé dessus, on n'est pas sur l'objectif d'accepter des murs d'1,80 m de haut autour des propriétés entièrement maçonnés avec un enduit. Pour, je dirais, les raisons suivantes, hein, et on a échangé beaucoup sur ces sujets. Il y a d'abord l'intégration paysagère, quoi. L'intégration paysagère, quand même, aujourd'hui, on le voit bien, du moins dans nos régions. Il y a peut-être des régions où l'aspect, je dirais, l'histoire fait que peut-être que les propriétés sont entourées avec des grands murs, mais ce n'est pas vraiment l'esprit chez nous. Et je dirais que on voit, c'est vrai que la hauteur d'1,80 m, ça se comprend par rapport donc, à une certaine intimité. Par contre, la façon de les réaliser, je pense pas qu'on s'orientera, enfin c'est même sûr, sur des murs d'1,80 m maçonnés. Ça fait, je dirais, après ça, même si la clôture d'1,80 m avec le muret de 80 cm et 1 mètre de panneau bois, enfin il y a des brandes, tout ça, a quand même une connotation quand même plus naturelle et plus facile en termes d'intégration. Dans beaucoup de zones urbanisées au jour d'aujourd'hui, et donc on tient compte beaucoup effectivement de la préservation des haies et tout ça. Donc voilà, donc il y a aussi cet aspect intégration. Je dirais qu'en matière de développement durable aussi, il est peut-être plus souhaitable d'avoir des matériaux type bois en clôture que des murs maçonnés. Donc ça, c'est dans une connotation beaucoup plus globale, je dirais. Et puis en ce qui concerne le lien social, c'est pas pour ça qu'on ne peut pas se voir entre voisins, hein, c'est sûr. Mais malgré tout, c'est comme les clôtures en façade pas trop hautes. Fatalement, ça facilite aussi les relations humaines quand même, quoi. Voilà. On peut penser, on le constate. Il y a très longtemps que nous qu'on fonctionne comme ça à Mouilleron, et on voit bien que globalement, il y a quand même les gens se côtoient facilement, et c'est sûrement le seul élément, mais peut-être que c'en est un peu un. Donc voilà un petit peu aujourd'hui comment nous voyons les choses. Voilà, et ça, je peux vous dire que les clôtures, c'est un sujet qu'on discute très souvent en commission.
Donc voilà pour la réponse à cette question. Merci. Alors, on a également une question pour les enfants pour aller à l'école. Donc, je pense que cette question, c'est quels sont les modes d'accès pour les enfants en toute sécurité. Bien évidemment, on est très sensible au sujet et il faut là encore communiquer un petit peu sur toutes les possibilités d'accéder aux écoles dans de conditions de bonne sécurité. Et il y en a, hein. Donc, je pense que c'est au même titre que ce qu'on a évoqué pour le vélo, et bien aussi pour accéder aux écoles à pied ou voire à vélo, mais en sécurité, il y a des circuits et là encore, je pense qu'on a besoin de mieux les faire connaître, hein, et donc on reviendra vers vous sur ce sujet. J'ai une autre question qui concerne les projets que nous allons proposer pour attirer les jeunes ménages à s'installer sur la commune au regard du prix du foncier. Donc, et effectivement, sur la commune, nous avons, disons, nous sommes une commune attractive et qui a généré du prix du foncier qui reste par rapport au territoire un petit peu dans les prix un peu plus élevés. C'est pour ça que nous avons, il y a maintenant pas loin de 2 ans, mis en place un dispositif d'aide aux primo-accédants, hein, pour ceux qui dans le cadre de leur première accession, souhaitaient pouvoir acquérir du foncier, notamment dans la ZAC de la Grimoire, puisque c'est cette ZAC qui est aujourd'hui où se situe le développement de la construction de l'habitat, mais aussi pour l'achat de logements, hein. Donc, il y avait un dispositif qui a plutôt bien fonctionné depuis 2 ans maintenant, qui venait compléter aussi des aides de l'agglomération, puisqu'il y a aussi ce même dispositif au sein de l'agglomération, et donc qui donnait une aide substantielle pour faire de l'acquisition foncière ou immobilière. Donc ça, c'est une première réponse. Et puis, la deuxième, c'est qu'on a aussi des projets, notamment, on en a déjà parlé du projet de la Maulerie, un projet de la Maulerie qui a pris un petit peu de retard. La Covid ne nous arrangeons pas non plus dans ce cas-là, qui a pris un petit peu de retard, mais qui va bien sûr se concrétiser. Et dans ce projet, il y a en fait un aménagement de 40 maisons sur ce pôle qui est prévu, dont un tiers en logement social, un tiers en prêt d'accession sociale, donc pour les personnes à revenus plus modestes qui souhaitent investir et donc devenir propriétaires, et puis des terrains à bâtir également dans ce périmètre. Donc, on offrira donc des solutions pour ces plus jeunes ménages. Voilà, par rapport à ces questions, je ne pense pas qu'il y en ait d'autres. Donc, je vais redonner la parole à M. Boucher pour la 3e partie de notre présentation. C'est ça. Du coup, maintenant, on va vous présenter une partie des pièces, on va dire, réglementaires, en sachant que l'objectif, c'est aussi d'échanger sur le document, et donc c'est un document qui n'est pas figé. Quelle traduction donc dans les pièces réglementaires? Ce qu'on appelle pièces réglementaires, ça va être le règlement écrit, les plans de zonage, et aussi ce qu'on appelle orientation d'aménagement et de programmation, qui sont des principes qui sont, on va dire, soit spatialisés, on n'est pas dans l'échelle plan masse, mais dans une logique quand même de schéma de principe, soit purement rédigé, mais qui ne rentre pas dans un rapport réglementaire aussi important que le règlement. Voilà pour ces aspects-là. Et ce que je vous propose, c'est de présenter ces différents éléments en s'appuyant sur les principes à travers les grandes zones du PLU. Donc,
comme pour le PLU en vigueur, on a 4 principes de zones. Hein. Tous les PLU fonctionnent comme ça. Les zones U dites zones urbaines, les zones AU dites A urbanisées, et les zones agricoles dites A et les zones naturelles dites N. Donc voilà pour le grand principe, mais à l'intérieur de chacune de ces zones, on a bien évidemment des particularités. Alors, tout d'abord, les zones urbaines, donc on va retrouver la majorité des principes qui étaient déjà inscrits, on va dire, dans le PLU en vigueur. On avait déjà une zone UA qui représentait déjà la centralité historique, mais sur le zonage, elle a un petit peu évolué. Par exemple, on ne reprend plus la Gillonnière ou la Chauvetière. En revanche, on va venir un petit peu étendre cette centralité jusqu'à Beauséjour dans une logique voilà, d'accentuer davantage la centralité vers Beaupuy et La Roche-sur-Yon. Et donc ça, c'est du point de vue un petit peu spatial. Du point de vue un petit peu réglementaire, donc on évoquait les principes tout à l'heure de clôture. Là, on avait déjà dans les principes réglementaires sur la zone UA une implantation demandée à l'alignement, c'est-à-dire le long de la voie. Et avec une semi-mitoyenneté obligatoire, donc l'obligation de s'implanter sur au moins une des limites séparatives avec le voisin. La principale évolution, c'est que dans le PLU en vigueur, on avait une hauteur autorisée jusqu'à 7 mètres et que la volonté est de permettre un étage de plus en surélévation et donc d'avoir une hauteur qui puisse aller jusqu'à 9,50 mètres à l'égout de toiture, de manière à venir effectivement permettre des nouvelles constructions ou des nouveaux logements en surélévation des bâtiments existants ou alors sur des opérations nouvelles, notamment on va le voir dans le cœur de bourg. Voilà pour la zone UA. En zone UB, donc on est sur les secteurs résidentiels, pavillonnaires. Par rapport au PLU en vigueur, on intègre notamment les nouvelles zones qui ont été aménagées depuis, qui étaient classées en A urbanisé, que ce soit la ZAC des oiseaux, la ZAC de les parties déjà réalisées ou en cours comme la tranche 3 de la ZAC de la Grimoire, mais également le secteur de l'ADAPI qui intègre donc la zone UB. Alors, la principale ou les deux principales évolutions, premièrement, c'est permettre l'alignement. Donc, la volonté, on est dans un tissu existant. Donc, il y a finalement très peu de terrain non bâti. Mais pour l'existant, c'est de permettre d'aller jusqu'à l'alignement. Donc, par exemple, s'il y a la volonté de faire une extension, de pouvoir aller à l'alignement, pour les terrains qui ne seraient pas bâtis, donc de pouvoir s'implanter à l'alignement sans que ce soit obligatoire. Et puis, une volonté aussi, alors là, on n'est pas vraiment dans le fait de permettre un étage supplémentaire, mais plutôt de permettre l'aménagement des combles. Le PLU en vigueur permettait d'aller jusqu'à 6 mètres. Là, la volonté, c'est de permettre d'aller jusqu'à 7 mètres, ce qui fait que le dernier étage sous les combles peut être aménagé. Voilà les principales évolutions de ce secteur-là. Ensuite, on est sur les zones d'équipement de UL, donc équipement loisirs et services publics. On va retrouver
les principaux secteurs de la commune, les terrains de foot, les équipements sportifs, le terrain de boules, mais aussi le secteur du vent d'espace. Voilà, on a ces secteurs-là. La volonté, c'est de maintenir une vocation d'équipement, on ne change pas. Donc, des règles assez souples, mais avoir quand même une notion de bonne intégration du bâti par rapport au secteur avoisinant, en sachant qu'il n'y a pas forcément aujourd'hui de projets importants d'évolution de ces secteurs-là. En zone UE, on va retrouver les secteurs économiques. Donc, comme je le disais, avec une complémentarité entre la zone de Saint-Éloi, hein, située à l'ouest du bourg, et puis la zone d'activité de Beaupuy. Je précise juste que aujourd'hui, ce qu'on appelle la compétence aménagement et développement économique est portée par l'agglomération, hein, par la Roche-sur-Yon agglomération. Donc, c'est bien la commune qui identifie ces zones, mais pour les aménagements, c'est l'agglomération qui s'en occupe. Entre les deux sites, il y a une distinction. Le commerce est interdit à Saint-Éloi alors qu'il est autorisé à Beaupuy. Et là, c'est une question également de compatibilité avec les documents de rang supérieur que j'évoquais tout à l'heure et le SCOT qui identifie les secteurs sur lesquels le commerce est autorisé ou non. Une petite particularité sur la zone de Beaupuy, on avait le site de l'Agite qui est en plein cœur de la zone qui concerne des habitations, donc une petite dizaine de logements. La volonté, c'est de les intégrer à la zone UE. Les évolutions des bâtiments existants sont possibles, mais par contre, il n'y aura plus la possibilité d'avoir de nouvelles constructions, de nouveaux logements à ce niveau-là. Voilà. Dernier point, c'est la zone UP, zone créée spécifiquement qui n'existait pas dans le PLU en vigueur pour le parc de Beaupuy, avec la volonté d'être sur une vocation équipement, mais de permettre un peu d'autres destinations aussi, en sachant qu'aujourd'hui, il y a une étude en cours, qu'il y a un devenir du site qui n'est pas forcément figé, même s'il restera, on va dire, public, ouvert, et que les équipements en place se maintiendront, mais il peut y avoir des réflexions sur des approches culturelles, sur des approches voilà, de compléments dans cet espace-là. Donc, on a quelque chose qui est quand même distinct des zones UL d'équipement que j'ai présentées juste avant. Voilà pour les zones dites urbaines, pour l'existant. Ensuite, on a 3 secteurs qui sont concernés par les zones à urbaniser. Le premier, c'est le secteur de la Grimoire, donc avec une zone d'aménagement concerté, une ZAC qui est en place hein, depuis maintenant plusieurs années. On arrive sur, donc je l'ai évoqué, la tranche 3 qui n'est pas concernée par la zone à urbaniser puisque la construction est déjà commencée. Mais on va être sur les tranches suivantes. En sachant que par rapport au plan ou réflexion de ZAC, il y a une évolution. On l'a dit dans les enjeux, il y a un enjeu fort de réduction de la consommation foncière à l'échelle de la commune. Donc il y a 12 hectares de moins que le projet
actuellement inscrits dans le PLU en vigueur, avec aussi une évolution à venir sur un principe d'optimisation du foncier. Donc, sur les parcelles, sur les terrains qui sont retenus, avoir davantage de logements et avoir une production notamment de locatif social plus importante que ce qui était inscrit initialement dans le projet de la ZAC. Sur cet espace-là, donc, c'est environ 270 logements qui seront prévus sur 13,6 hectares. Et donc, un aménagement qui se fera quand même dans le cadre de la ZAC, mais avec une légère évolution de celui-ci. Voilà pour le premier secteur. Le second secteur, donc on l'a dit, qui a une vocation de venir davantage diversifier le parc par rapport à ce qui s'est fait dans les dernières années et par rapport à l'existant, avec la volonté de créer un quartier qui n'était pas aujourd'hui dans le PLU en vigueur, mais qui aurait une vocation de diversification renforcée, de proximité aussi avec la zone économique de Beaupuy pour faciliter les déplacements sur cet axe-là, pour faciliter l'usage des pratiques notamment cyclables, pour faciliter aussi un cadencement d'un transport en commun qui viendrait le long de la route de Beaupuy, et avec des formes nouvelles, des formes urbaines qui soient nouvelles et différentes de ce qu'on peut retrouver sur la commune actuellement. Sur 6,6 hectares, ça concerne environ 230 logements, avec une vocation de mettre l'accent sur une programmation locative sociale, plus de 30% de locatif social, une part de promotion immobilière privée également dans les questions par rapport aux jeunes actifs. Il y a aussi la volonté d'avoir du locatif, pas uniquement social, mais aussi du locatif privé, mais aussi d'être sur de l'individuel, du logement individuel, que ce soit mitoyen ou semi-mitoyen, sur des terrains potentiellement un petit peu plus petits que ce qui se fait actuellement, mais avec une réflexion et une intégration d'ensemble. Ce dernier point est important parce que effectivement, on va être sur quelque chose qui est beaucoup plus dense que ce qui se trouve actuellement sur la commune. Mais la volonté, c'est d'appuyer sur une qualité paysagère, urbaine et architecturale, parce que tout ceci se fera dans le cadre d'une opération d'ensemble, avec un travail sur la place du végétal important, notamment en s'appuyant sur le bocage existant, et puis en travaillant quelque chose de progressif en entrée de ville. C'est vraiment le secteur qui évolue par rapport au PLU en vigueur, puisqu'il n'était pas fléché. Et on a donc 12 hectares en moins sur le secteur de la Grimoire et 6 hectares en plus qui viennent à ce niveau-là, route de Beaupuy. C'est les deux grands secteurs de développement résidentiel. Le troisième secteur à urbaniser, c'est un secteur de développement économique. C'est l'extension de la zone d'activité de Beaupuy. C'est une réflexion là qui est portée en lien avec l'agglomération qui porte la compétence. Et donc, on est dans la continuité finalement d'un développement économique qui est pas propre à la commune, mais qui est plutôt d'échelle agglomération, voire parfois d'échelle départementale. Ça, c'est pour les secteurs à urbaniser. Dans les zones agricoles, alors ceux qui habitent dans l'espace agricole auront repéré qu'on n'a plus de secteur NH, on n'a plus de distinction dans l'espace
agricole. On a une zone A qui regroupe l'ensemble de cet espace-là. Donc là, ce n'est pas une volonté propre à la commune, mais c'est une évolution législative qui fait qu'aujourd'hui, quand on parle d'espace agricole, ça va venir inclure l'ensemble des secteurs agricoles, mais aussi les hameaux, mais aussi les espaces habités de la zone agricole. Alors, je précise donc que la vocation de cette zone, c'est de permettre et de faciliter le maintien et le développement des exploitations agricoles, c'est la priorité. Mais même s'il n'y a plus les zones UH, les NH, pardon, les règles restent les mêmes, ou en tout cas le principe reste identique, que de permettre l'évolution des habitations existantes dans l'espace rural. Donc les règles sont des règles qui sont reprises de la charte départementale. Vous retrouverez globalement sur l'ensemble des communes du département. Et c'est-à-dire que des extensions sont autorisées pour les logements qui sont présents dans la zone, dans la limite de 30 mètres carrés et de 30% des constructions existantes. Les annexes des logements autorisés sont permises dans la limite de 50 mètres carrés, toute annexe comprise, sans tenir compte des piscines, sous réserve de ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Donc, on ne vient plus identifier des microsecteurs NH, mais l'évolution de ce bâti est autorisée dans les limites qui sont inscrites ici. En précisant que, bien évidemment, c'est quelque chose qui a été échangé aussi avec les personnes publiques associées, l'État, mais aussi la Chambre d'agriculture, et qu'on est sur des principes donc, de charte départementale. Ça, c'était pour l'espace agricole, on va dire, classique. Et ensuite, on a une autre zone, comme dans le PLU en vigueur, la zone AP, qui est une zone agricole qu'on qualifie de préservée, sur laquelle les nouvelles constructions agricoles ne sont pas autorisées, sauf pour l'évolution des exploitations déjà présentes sur la zone. Donc, effectivement, des nouvelles exploitations ne pourraient pas venir sur ce secteur-là, en continuité du bourg, mais les exploitations en place peuvent s'étendre. La volonté, c'est pour autant de les limiter à une surface de 100 mètres carrés pour les nouvelles constructions, ce qui permet un certain nombre de mise aux normes, d'évolution, mais sans avoir de grands bâtiments ou de grands hangars supplémentaires sur la zone. Alors, je précisais que les bâtiments d'habitation peuvent s'étendre, peuvent évoluer dans la zone A. Ça, c'est la loi qui le permet. Et la loi dit aussi que pour toutes les autres activités, enfin pour toutes les autres fonctions qui ne sont pas résidentielles, donc les activités qui ne seraient pas agricoles, ce n'est pas toléré, sauf exception. Et cette exception, il faut l'inscrire dans le document en localisant très précisément ces secteurs-là. Donc ça, c'est valable à la fois pour la zone agricole et pour la zone naturelle, on le verra tout à l'heure. Et du coup, on est venu zoner une exception. La discothèque Le Privé, qu'on espère pouvoir revoir, mais les conditions aujourd'hui sanitaires font qu'elle est fermée depuis un moment. La volonté, c'est de permettre ces réouvertures. Mais dans tous les cas, la volonté, c'est aussi de permettre une évolution
de l'activité, que ce soit pour rester une discothèque ou éventuellement pour avoir un changement de fonction, de destination. Et donc, on a inscrit une exception puisqu'on est sur une des seules activités isolées dans l'espace agricole. Voilà le pourquoi de cette exception-là. Serait autorisé, outre la fonction de discothèque, par exemple, des activités d'industrie, d'entrepôt, de bureaux ou d'équipements et services. Voilà pour les zones agricoles. Et les dernières zones, les zones naturelles. Donc, on est bien sur l'identification des principaux corridors, des principaux réservoirs de biodiversité de la commune. On est sur des zones qui étaient déjà identifiées dans le PLU en vigueur. Dans le PLU en vigueur, on avait distingué les zones naturelles dites en ville et puis les zones dans l'espace naturel, dans l'espace rural. Avec une règle qui permettait dans les zones en ville de faire des aménagements légers pour valoriser la pratique des espaces naturels. La volonté, c'est de regrouper les deux zones, qu'on soit en ville ou dans l'espace rural, de manière à permettre aussi des aménagements légers, que ce soit le long de l'Amboise ou dans le parc de Beaupuy, mais donc d'avoir une possibilité de ces aménagements-là sur l'ensemble de la zone naturelle. On va retrouver de la même manière que pour la discothèque, le privé, quelques exceptions. Donc, j'ai bien dit, c'est valable aussi pour les zones naturelles. Donc, le camping fait partie de ces exceptions-là. Donc, la volonté, c'est de permettre l'évolution du camping, mais en restant dans son périmètre existant, donc pas forcément d'avoir d'extension de celui-ci. Dernier point, l'aire d'accueil des gens du voyage également, qui est déjà existante, mais qui fait partie là aussi de ces exceptions dans l'espace naturel, de manière à permettre, par exemple, de nouveaux bâtiments ou de nouvelles infrastructures dans le périmètre existant. Donc ça, ce sont toutes les zones que l'on va retrouver sur la commune, et on va retrouver un certain nombre d'autres outils qui viennent se superposer aux différentes zones. Dans les outils, on a les orientations d'aménagement et de programmation qui vont schématiser un certain nombre de principes sur les zones à urbaniser, mais aussi sur 2 secteurs, 2 ou 3 secteurs du tissu urbain existant. On va retrouver les emplacements réservés qui permettent, par exemple, de pouvoir préempter pour des pistes cyclables ou la sécurisation de voiries, etc. On va avoir un certain nombre de protections des éléments naturels, que ce soit des linéaires bocagés, des boisements, des zones humides. Pour les aspects linéaires bocagés, je précise aussi qu'on a rencontré, on ne l'a pas dit, les agriculteurs, et qu'on va rencontrer à nouveau les agriculteurs pour échanger sur ces principes de protection et d'identification des linéaires bocagés. Donc les boisements, les zones humides qui sont bien évidemment à préserver. On a un principe aussi de préservation de ce qu'on appelle le linéaire commercial en centre-ville, donc pour éviter le changement de destination des commerces, donc le passage d'un commerce vers un logement. Et puis, dernier point, on va retrouver aussi des outils pour assurer une préservation, une protection
du patrimoine bâti, et puis l'identification de plusieurs bâtiments aussi dans l'espace agricole qui sont, de par leur intérêt patrimonial, susceptibles de changer de destination. C'est-à-dire que si le propriétaire avait la volonté de transformer ces bâtiments agricoles en logement, ce serait possible. C'est un petit peu l'exception à la règle. On a dit pas de nouveaux logements, pas de nouvelles constructions pour des logements dans l'espace agricole, sauf ces bâtiments qui, pour une raison paysagère et patrimoniale, pourraient devenir des logements. Et voilà concrètement comment ça se traduit sur la commune, même si ce n'est pas forcément très, très lisible. C'est des couches qui viennent se superposer au principe de zonage évoqué tout à l'heure. Voilà pour ces différents éléments et on ira peut-être dans le détail avec les questions que vous allez nous poser. Bien, merci Monsieur Boucher. On va passer donc un temps d'échange avec peut-être aborder les premières questions sur cette thématique. Alors, la première question est: qu'en est-il du contournement de Mouilleron-la-Roche vers Venanceau? Alors, donc effectivement, c'est lorsque la ZAC de la Grimoire a été lancée, c'était au début des années 2010. C'était une réflexion, et disons que le développement de la ZAC amenait à penser effectivement qu'on pourrait faire un contournement de Mouilleron par ce secteur. Depuis, donc ça fait, on en a parlé tout à l'heure, il y a plusieurs paramètres qui ont évolué, notamment la consommation foncière, puisque nous sommes bien sûr amenés à préserver les terres agricoles, et donc dans ce contexte-là, ça nous invite à réfléchir à privilégier certaines pistes. Et donc, on l'a indiqué tout à l'heure, on va plutôt réorienter, la ZAC de la Grimoire va bien sûr continuer de se développer, mais on va orienter une partie de notre habitat vers la route de Beaupuy. Et donc, automatiquement, la continuité, alors, sans parler de cet aspect-là, il y avait l'aspect aussi financier, puisque faire ce contournement deviendrait très lourd financièrement, mais aussi avec cette orientation-là, le contournement perdrait un peu de son sens aussi sur cet axe-là. Donc, je pense que on ne peut pas dire que ça ne se fera pas, parce que dans les années à venir, dans les plusieurs années à venir, pourquoi pas, mais aujourd'hui, en ce qui concerne la projection à 10 ou 12 ans, telle qu'on la prévoit, c'est pas une piste qui se développera. Voilà en ce qui concerne cette question. Concernant Pascal, alors je vais aller vers toi là. On a une question qui concerne l'évolution de la réglementation pour les abris de jardin, surface, matériaux, textures. Donc, bon, c'est peut-être pas une question qui concerne directement le PLU. Oui, donc concernant cet aspect, donc sur les abris de jardin, en fait, donc déjà sur les matériaux, je vais aller un peu dans le sens de ce que je disais tout à l'heure pour les clôtures, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, donc on peut le voir grandement dans tout ce qui peut même se commercialiser. On est plus sur des abris de jardin, donc de matériaux plutôt à base de bois, majoritairement, je dirais. Donc, sur l'évolution des matériaux, je pense que, par rapport à leur intégration, je pense que c'est l'orientation qu'on doit prendre. Il y a d'autres possibilités. Par contre, de toute façon, il ne faut pas hésiter à venir au service urbanisme pour vous renseigner en la matière sur les possibilités. C'est pas le PLU qui gère, en fait, que ce soit les matériaux ou la taille des abris de jardin, parce qu'il était question aussi de la superficie. C'est clair que c'est les règlements de chaque zone. Donc, ça veut dire que la ZAC a son règlement. Un autre lotissement peut en avoir un autre. Ceci dit, il n'y a pas non plus des écarts, mais c'est suivant un peu l'aspect qu'on veut donner architectural aussi à la zone
qui fait qu'il y a des règles qui peuvent sensiblement varier effectivement d'une zone aménagée à une autre. Voilà. Donc sur les matériaux, je pense que l'orientation qu'on a prise, je ne pense pas qu'on en change aujourd'hui. Malgré tout, il y a toujours de nouveaux matériaux qui arrivent sur le marché. Donc, on doit régulièrement se reposer la question. Mais on doit se poser la question aussi quand même de l'intégration architecturale dans le site. Voilà donc un petit peu la réponse, qui effectivement n'est pas du ressort du PLU, comme je le disais, c'est plutôt du règlement des zones des lotissements. Voilà. Mais bon, on pourrait échanger sur ce sujet s'il le faut. Bien, une autre question que je vais te poser parce que ça concerne plus ton domaine, mais même si je connais la réponse, comptez-vous dupliquer l'éco-pâturage et classer des parcs en zone protégée pour la biodiversité? Alors, concernant l'éco-pâturage, donc effectivement, on a réalisé donc l'année dernière une première expérience en la matière, donc en association, en lien avec l'association de Mouilleron, enfin avec une association de Mouilleron qui s'est créée, un groupe de Mouilleronais qui étaient passionnés donc par les chevaux et les animaux. Donc, on a réalisé cette première expérience fructueuse donc dans le parc de la Maulerie. Effectivement, on a des projets donc plus larges sur d'autres secteurs. L'idée, c'est effectivement d'avoir je dirais, éco-pâturage veut dire aussi pâturage un peu tournant aussi. Donc l'idée, c'est effectivement de développer plusieurs sites, hein. On avait sélectionné donc des sites à proximité de la zone de la Grimoire. On en a d'autres aussi sur Beaupuy. Enfin, on avait plusieurs sites, on a plusieurs sites donc de recensés. On a effectivement prévu au budget donc des possibilités dans ce sens. Après, donc il faut qu'ils se mettent en place une organisation derrière ça et qu'on ait je dirais que c'est un partenariat un petit peu donc avec les Mouillronais, c'est ce qui s'est déjà réalisé sur le premier site. Donc l'idée, c'est de continuer, de poursuivre dans cette voie, mais avec un partenariat. Il faut que ça soit participatif quoi, en termes associatifs. Nous, nos services techniques peuvent éventuellement donner un petit appoint, mais c'est pas leur je dirais, c'est pas leur mission, quoi. Voilà. Pour moi, c'est pas leur mission. Ça doit être une mission sociale. Et donc là, ça veut dire qu'ils peuvent. Nous, on investit déjà, il faut le savoir. Donc les sites, l'aménagement des sites, des clôtures, tout ça, c'est la commune qui finance. Par contre, dans le fonctionnement, notre souhait pour le lien social et pour voilà, c'est que ça soit porté par des Mouillronais organisés. Bon, là, c'est donc l'association, mais ça peut être donc l'idée, ça serait que ça perdure et que ça se développe sur d'autres sites, eh bien avec, je dirais, la même équipe étoffée peut-être, je ne sais pas, il faut qu'on en discute, mais ça serait bien le souhait. Sinon, bah, il faut voir avec d'autres voies. Mais l'idée, effectivement, c'est de poursuivre dans cette voie et de pouvoir développer d'autres sites en éco-pâturage. Je pense que c'est bien pour voilà, la vie sociale au niveau de la commune, en même temps que évidemment la connotation, et c'est vrai aussi environnementale. Ça aide un peu au niveau de l'entretien aussi, donc c'est de l'entretien naturel, quoi, je dirais. Voilà, donc c'est un bien pour la collectivité. Et donc effectivement, on compte bien poursuivre sur d'autres sites sur ce sujet-là. Bien. Coralie, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah oui, d'accord, oui. Alors effectivement, c'est vrai depuis quelque temps, on a quand même quelques remontées nous faisant part d'une fréquentation plus importante enfin, disons, plus de nuisances sonores liées au passage d'avions, hein, sans doute liées au développement du trafic aux agents. Hein. Donc, à ce stade, je n'ai pas d'éléments de réponse à vous apporter, mais c'est vrai que on va se pencher sur la question vis-à-vis de l'administration, en tout cas sur ce point-là. Mais c'est sans doute des axes qui ont été modifiés, mais à la fois modifiés et puis surtout peut-être un trafic aussi en hausse et qui effectivement peut amener un certain nombre de nuisances plus importantes que l'on a connues. Donc, écoutez, je reviendrai vers vous lorsque j'aurai plus d'éléments sur ce sujet-là, mais à ce stade, je n'ai pas d'informations complémentaires à apporter à cette question.
Alors, tout ce qui touche des problèmes de sécurité, enfin, je crois avoir déjà eu l'occasion de le dire, nous avons beaucoup de remontées de la population sur le sujet. Disons des revendications légitimes d'ailleurs, hein, mais ça nécessite à chaque fois une prise en compte, bien sûr, d'une demande et d'une analyse de cette situation. Pour ce faire, on a une commission de sécurité routière qui se réunit régulièrement, qui est saisie et au vu des éléments, enfin, ou des remarques faites par les Mouilleronnais, elle est amenée d'abord à analyser la situation, à faire des mesures aussi, parfois, des mesures de vitesse, et donc et consulter aussi bien sûr la gendarmerie ou enfin les personnes compétentes, la sécurité routière, enfin l'agence routière notamment, et donc émettre ensuite des avis et faire des propositions d'aménagement pour ces différents sites. Alors il s'avère que parfois la conclusion fait que elle est liée uniquement au civisme des gens. Parfois, il y a des ouvrages qui peuvent être mis en place. On a par exemple tenté une expérience sur la route de Beaupuy avec du stationnement sur les trottoirs à cheval sur la voie et sur le trottoir. Bon, on a à chaque fois nécessité d'analyser la situation. Donc, bon, on va prendre en compte cette remarque, mais ça fera partie d'un travail qui sera mené par la commission et pour apprécier la situation et voir si quelque chose peut être fait. Bon, ça reste par contre une question qui est plus dans le cadre d'une réunion publique générale que d'une question liée au PLU, hein. Voilà. Mais on en tiendra compte, bien évidemment. Coralie, une autre question ? Ah, mais je ne l'ai pas. Pardon ? Ah, alors, le nouveau PLU, on espère qu'il pourra rentrer en vigueur cet été, hein. On a un objectif qu'il puisse se mettre en place à partir de juillet. Pour l'instant, on est dans le calendrier et bon, si possible, ce sera à cette période. Je me tourne vers M. Boucher, mais le calendrier est peut-être serré, mais si, en tout cas, bon, on peut espérer en tout cas cet été, si on considère que le 21 septembre, c'est la fin de l'été, hein. Voilà. Alors, si quelqu'un veut poser une question oralement, il y a possibilité d'appuyer sur la petite main et puis ensuite, il faut désactiver votre micro pour pouvoir poser la question. Bon. En tout cas, ce qu'il faut que vous sachiez, hein, d'une part, bon, tout ce qui a été présenté ce soir va être désormais disponible sur le site de la mairie. Deuxièmement, ensuite, vous pouvez avoir des questions qui vous touchent plutôt individuellement. Et donc là encore, vous aurez possibilité d'exprimer vos demandes dans le cadre à la fois de l'enquête publique, mais aussi, rien ne vous empêche aussi de consulter Coralie qui est ici présente ou les élus, hein, pour aborder votre situation particulière. Je ne sais pas s'il y a d'autres points à rajouter, Pascal, de ton côté. Bon, Monsieur Boucher. Préciser que dans la procédure, donc une fois que le document est, on va dire, finalisé, il y a un arrêt en conseil municipal. Et à l'issue de celui-ci, il est envoyé à ce que l'on appelle les personnes publiques associées. Donc, ce sont les services de l'État, le département, l'agglomération, la région, les chambres consulaires, qui ont 3 mois pour émettre un avis. Ensuite, une fois que ce document plus les avis constitue un dossier pour enquête publique, donc il y aura une enquête publique de 1 mois
dans le cadre de laquelle vous pourrez vous exprimer. Et notamment en s'exprimant sur les points voilà, particuliers, le devenir de votre parcelle, etc. Bien, bah, écoutez, je vous remercie déjà de votre présence, de nous avoir accompagnés jusqu'au bout. Vous dire bien sûr que c'était pour nous aussi une expérience. Alors, j'espère que vous aurez un peu d'indulgence parfois si il y a eu un peu de perturbation. En tout cas, moi, je pense qu'on aura tous plaisir plutôt à se retrouver en présentiel, et j'espère ça dans les meilleurs délais, hein. Mais toujours est-il que ça reste malgré tout une solution pour échanger, et nous serons peut-être amenés malheureusement à en avoir besoin à nouveau. En tout cas, je vous souhaite à tous une bonne soirée, et puis au plaisir de se retrouver à Mouilleron, je ne sais pas, peut-être place de la Marelle. Allez, bonne soirée à tous. Merci.